Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le ministre de l'ambassade du Japon, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, de nous accueillir aujourd'hui à l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour célébrer le 120e anniversaire de l'École française d'Extrême-Orient, institution dont l'idée même, j'y reviendrai, nous est due à plusieurs académiciens à la fin du XIXe siècle. Mais tout d'abord, permettez-moi de saluer la mémoire de deux de mes illustres prédécesseurs à la direction de l'École française d'Extrême-Orient, le professeur François Gros, spécialiste de la littérature tamoule, qui fut directeur de 1977 à 1989, et le professeur Léon van der Merch, sinologue, directeur de l'EFEO de 1989 à 1993 et correspondant de cette académie, qui sont disparus respectivement le 24 avril et le 17 octobre de cette année. Ces deux éminents chercheurs n'avaient pas ménagé leurs efforts dans les années 1980 et au début des années 1990 pour permettre le retour de l'EFEO dans les pays de l'ex-Indochine française et enclencher ainsi une nouvelle phase de l'histoire de l'école. Avec le décès de Léon van der Merch, c'est en grande partie la mémoire de la présence de l'EFEO au Vietnam avant les années 1960 qui disparaît, puisqu'il y a été l'un des derniers membres de l'école en poste à cette époque. Certains d'entre vous se seront peut-être demandé pourquoi célébrer cette année les 120 ans de l'EFEO. L'école a fêté jusqu'alors ses anniversaires tous les 25 ans. Et la dernière fois, comme on l'a rappelé, pour son centenaire sous la coupole, le 8 décembre 2000. Nous aurions pu donc, dans cette logique, attendre 2025 ou 2050, comme l'a expliqué le secrétaire perpétuel. Mais j'ai voulu privilégier une autre logique, celle du temps cyclique en Asie orientale, en référence au calendrier sexagésimal. L'EFEO a en effet connu deux phases d'environ 60 années. Une première phase indo-chinoise, jusqu'en 1961, puis une seconde phase après la décolonisation, marquée par son déploiement dans toute l'Asie, qui lui a permis de s'étendre à 12 pays où elle gère aujourd'hui 18 centres de recherche. Nous entrons donc logiquement désormais dans une troisième phase, dont je crois les 5 communications de ce matin sur l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine vous ont donné une idée des nouveaux questionnements et des nouvelles méthodes de recherche, notamment à travers de grands projets collaboratifs, certains financés par l'Europe. Né en 1898 comme mission archéologique permanente en Indochine, à l'initiative de 2 indianistes de cette académie, comme l'a rappelé M. Filiosa, elle prit son nom définitif en 1900 et fut instituée par un décret présidentiel du 26 février 1901. Il est intéressant de revenir à la définition qui fut alors donnée de sa mission, à savoir, je cite, « l'exploration archéologique et philologique de la presqu'île indochinoise pour, je poursuis, la connaissance de son histoire, de ses monuments, de ses idiomes, mais aussi, précise le texte, je cite à nouveau, l'étude érudite des régions et des civilisations voisines, entre parenthèses, l'Inde, la Chine, le Japon, la Malaisie. Le Japon figurait donc dès l'origine parmi les terrains de recherche de cette jeune institution qui entendait sortir de l'orientalisme de cabinet du XIXe siècle pour proposer sur le terrain une approche transversale des civilisations de l'Asie. Et ces deux principes, la recherche sur le terrain et la transversalité, qu'elle soit disciplinaire ou géographique, guident encore aujourd'hui notre action.
À l'occasion de ce 120e anniversaire, nous avons choisi de réaliser un web documentaire qui retrace les étapes du développement historique de l'École française d'Extrême-Orient et permet de prendre la mesure de la diversité des terrains et des projets menés aujourd'hui par sa quarantaine de chercheurs. Vous pourrez le consulter dans le site dont l'adresse figure ici. Je vous invite par ailleurs à découvrir l'histoire de l'EFEO à travers sa collaboration avec des musées dans un documentaire en images diffusé à l'entrée de cette salle. Il a été réalisé pour le récent séminaire des 5 écoles françaises à l'étranger qui s'est tenu à Rome sur le thème du rôle passé et présent de ces écoles en lien avec les musées. Vous pourrez également visionner la dizaine de vidéos sur les trésors asiatiques de l'EFEO qui ont été mises en ligne tout au long de l'année pour valoriser nos fonds d'archives et de documents précieux. Certains fonds sont entrés dans nos collections au tout début du XXe siècle. Ce sont par exemple les statuettes tibétaines recueillies par Paul Pelliot juste après la révolte des Boxers à Pékin en 1900, ou, beaucoup plus récemment, les documents ethnographiques japonais réunis de 1937 à 1939 par André Leroy-Gourand, que vous voyez ici en photo, à l'âge de 26 ans, qui fut, c'est souvent oublié, membre correspondant de l'EFEO. L'EFEO, de par sa longue histoire, dispose en effet d'archives particulièrement riches. Elles sont désormais mieux valorisées et nous avons aujourd'hui 2 outils à notre disposition. Une plateforme informatique, archives-efeo.fr, où sont publiés des instruments de recherche décrivant nos fonds, et une bibliothèque numérique intitulée Banyan, en référence à cet arbre d'Asie aux ramifications multiples, dont j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture ces jours-ci, et où seront présentées petit à petit des archives numérisées. Pour l'instant, elles concernent essentiellement l'imagerie populaire vietnamienne, les journaux de fouilles à Angkor ou les rapports du conservateur d'Angkor. Mais j'en viens maintenant au sujet principal de mon intervention, à savoir les recherches sur les religions et l'histoire du Japon et de l'Asie orientale à l'EFEO. Le Japon occupe en effet une place particulière dans l'histoire de l'école. Ce pays a été à la fois un objet d'étude pour certains de ses chercheurs, mais aussi un immense producteur de savoir sur l'Asie et détenteur de ressources uniques, ce qui en a fait un partenaire incontournable également pour les sinologues, voire les indianistes de l'EFEO. Au Japon, l'EFEO se dégagea à la fois de la science coloniale et de sa mission d'inventaire et de protection patrimoniale qu'elle avait en Indochine, pour établir des collaborations purement scientifiques en se mettant à l'école des orientalistes japonais. Permettez-moi de rappeler quelques étapes depuis l'aube du XXe siècle. Il nous faut tout d'abord évoquer le nom de Claude Eugène Maître, directeur de l'école de 1908 à 1920. Maître découvrit son intérêt pour les arts japonais lors d'un séjour qu'il fit en Extrême-Orient en 1899. Puis à travers des œuvres japonaises présentées à l'exposition universelle de 1900. Il entra l'année suivante à l'EFEO et dès 1902, il rédigea une étude sur une nouvelle édition japonaise du Tripitaka chinois, le canon bouddhique, ayant compris l'importance de la philologie du bouddhisme dans ce pays. La même année 1902, il invita à Hanoï, pour le premier congrès international des études d'Extrême-Orient, organisé par l'EFEO, plusieurs savants japonais, dont le moine Nanjo Bunyu et Takakusu Junjiro, le pionnier des études bouddhiques au Japon. Ce dernier allait lancer 25 ans plus tard la première publication franco-japonaise dans le domaine du bouddhisme, le Hobo Gilin, avec Sylvain Lévy,
et la collaboration de Paul de Miéville, éminent sinologue, spécialiste du bouddhisme, mais aussi japonisant, qui avait débuté sa carrière à l'EFEO. Maître accomplit 2 choses essentielles: la mise en place d'un réseau de collaborateurs au Japon et la constitution d'un fonds d'ouvrages de référence. Il étudia aussi attentivement la littérature historique du Japon. On peut dire en ce sens qu'il lança les premiers chantiers de recherche fondés sur l'étude des sources primaires et des travaux critiques japonais, créant la japonologie française moderne. Il fut secondé à partir de 1907 par un ancien prêtre des missions étrangères de Paris, Noël Péry, qui mena des recherches sur la mythologie bouddhique et révéla surtout au public français le théâtre no grâce à la traduction de ces merveilleux drames lyriques. J'ai été amené à me pencher sur ces 2 pionniers de la japonologie à l'EFEO à l'occasion d'un colloque organisé l'année dernière par notre partenaire vietnamien, l'Académie des sciences sociales du Vietnam, qui a hérité de la bibliothèque de l'EFEO en 1958. Ce n'est en effet que tout récemment que nous avons, grâce au travail d'une équipe japonaise, été en mesure d'établir le catalogue des quelques 10 000 volumes japonais réunis par l'EFEO à cette époque, sur les 100 000 que comptait la bibliothèque, depuis des livres xylographiques du XVIIe siècle, comme le dictionnaire d'art Mampo Zensho, que vous voyez sur la droite, l'encyclopédie des 10 000 trésors, jusqu'à des éditions de textes datant du début du XXe siècle. Le décès accidentel de Péry en 1922 à Hanoï interrompit malheureusement ce premier élan de recherche sur le Japon à l'EFEO, même si certains chercheurs, comme le vietnamologue Émile Gaspardone, membre de 1926 à 1936, également japonisant, continuèrent d'établir des ponts avec la recherche japonaise dans le domaine du bouddhisme et du folklore notamment. La création de la maison franco-japonaise en 1924, souhaitée par Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon, facilita néanmoins les recherches sur ce pays qui purent dès lors être menées directement sur place. Plusieurs membres de l'EFEO y seront d'ailleurs pensionnaires ou directeurs à un moment de leur carrière. Ces liens historiques entre la maison franco-japonaise et l'EFEO se poursuivent aujourd'hui encore à travers l'organisation de colloques ou de publications, comme l'ouvrage collectif Du pinceau à la typographie, regard japonais sur l'écriture et le livre, publié en 2006, ou tout récemment D'un empire l'autre, première rencontre entre la France et le Japon au XIXe siècle, ouvrage sorti le mois dernier et issu d'un colloque organisé à la Maison franco-japonaise pour le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Ce sont les circonstances historiques de la décolonisation qui rapprochèrent à nouveau l'EFEO du Japon à partir de la fin des années 1950. Avec le départ de la France du Vietnam, le Japon devint en effet une terre d'accueil pour plusieurs membres de l'école de formation sinologique qui y trouvèrent un terrain propice à la poursuite de leurs recherches auprès des spécialistes japonais. Ce fut le cas tout d'abord en 1958 de Léon Vandermerch, qui vient y travailler sur la philosophie chinoise auprès des éminents sinologues de l'Institut des sciences humaines de l'Université de Kyoto. Puis, l'année suivante, d'André Lévy, le traducteur des grands romans chinois du XVIe siècle en langue vulgaire. Ils furent bientôt rejoints par Michel Soimier, qui se consacra à la philosophie taoïste et coédita la revue Dokyo Kenkyu, revue publiée en japonais avec des résumés en français. L'idée fut alors émise pour la première fois de créer un centre EFEO à Kyoto, mais dédié aux études chinoises. Et j'en ai retrouvé la trace récemment dans des archives, dans une lettre signée de la main de Léon Vandermerch qu'il envoie depuis Kyoto en 1959.
ce lien de l'EFEO avec ce prestigieux institut de Kyoto perdure puisqu'il est toujours notre premier partenaire scientifique sur place. Parallèlement, et ce dès 1957, Guy Moréchamp, ethnologue spécialiste du chamanisme, formé par le roi Gourand, qui avait lui aussi dû quitter Hanoï, rejoignit le Japon pour y travailler sur l'évolution économique et les structures sociales paysannes du Japon prémoderne. Malgré ses premiers séjours ponctuels, principalement de sinologue, il fallut attendre la fin des années 1960 pour que l'EFEO puisse s'installer de manière permanente au Japon, avec la création d'un centre à Kyoto, et y mener des projets de longue haleine à dimension plus collective. C'est à Jacques May, spécialiste du bouddhisme indien, affecté à Kyoto en 1965, que revint l'initiative de créer un centre en 1968. Le choix de l'implantation au Rinko-in, un pavillon du grand temple zen Shokokuji, fondé au XIVe siècle au nord du palais impérial, se justifia par la nature des recherches qui s'orientèrent alors vers la philologie du bouddhisme. L'EFEO reprit en effet la responsabilité éditoriale du Hobo-Gilin, encyclopédie de la terminologie, de la philosophie et de la religion bouddhique, d'après les sources sino-japonaises, initiée en 1926 à la Maison franco-japonaise et qui avait été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Ce travail d'érudition, repris par Jacques May, fut poursuivi par les FEO pendant plus de 3 décennies. Grâce aux contributions de nombreux chercheurs internationaux, à commencer par la sinologue et spécialiste du taoïsme Anna Seidel et par Hubert Dürth, avec l'appui de l'AIBL qui en devint l'éditeur. Anna Seidel assura pendant plus de 20 ans la responsabilité du centre, poursuivant des travaux majeurs sur la mythologie et l'eschatologie du taoïsme, mais s'intéressant aussi aux croyances concernant l'au-delà dans le taoïsme, le bouddhisme et les religions populaires en Chine et au Japon. Quant au Hobo-Gilin, aventure bientôt centenaire, nous devons à notre collègue Jean-Noël Robert d'en avoir repris aujourd'hui le flambeau en lui donnant une nouvelle orientation à travers une série de colloques sur le bouddhisme et l'érudition qui se traduiront par la publication de monographies. Ainsi, hormis la brève présence à Tokyo d'Hubert Maes à la fin des années 1960, qui s'intéressa à l'histoire culturelle et littéraire de l'époque d'Edo avec sa remarquable étude sur l'inventeur et écrivain Hiraga Gennai, force est de reconnaître que la civilisation japonaise ne redevint un objet d'étude à part entière à l'EFEO que dans les années 1980. Citons tout d'abord les travaux de Frédéric Girard sur le bouddhisme médiéval, menés dans l'idée d'isoler les éléments distinctifs d'un bouddhisme autochtone apparu à l'époque de Kamakura, via notamment la figure du moine Myoé, dont il traduisit une partie du journal des rêves. L'idée de recourir à d'autres types de sources, notamment des sources littéraires, pour aborder la philosophie bouddhique, le conduisit à donner récemment la passionnante traduction d'un recueil de récits décrivant la philosophie de la vie de personnages retirés du monde, ayant vécu au XVIIe siècle, réunis sous le titre Kindai Yasa Inja, ou Aimables ermites de notre temps. Ouvrage publié en 1686 par un moine zen de la secte Obaku, Sairoken Kyosen. À partir des années 1990, les activités de recherche sur le Japon à l'EFEO se diversifièrent et s'intensifièrent pour défricher de nouveaux territoires. Un nouveau centre fut installé à Tokyo en 1994 au sein du Toyo Bunko, la plus importante bibliothèque consacrée aux études orientales au Japon et l'une des institutions de recherche les plus actives dans le domaine des études asiatiques au niveau mondial. Ce choix correspondait au besoin de s'ouvrir aux sciences sociales
et à d'autres réseaux de recherche. Le premier chercheur à occuper ce centre fut Jean-Pierre Berton, anthropologue des nouvelles religions au Japon. Anne Bushi, ethnologue des religions recrutée en 1994, donna une orientation nouvelle au sein de l'EFEO aux travaux sur le bouddhisme japonais, en s'intéressant aux faits religieux. Cette orientation vers l'anthropologie religieuse se déclinera dans les travaux de plusieurs autres chercheurs jusqu'à aujourd'hui, comme François Lachaud ou Martin Ramos, actuellement en charge de nos 2 centres au Japon. Anne Bushi travailla sur le Shugendo, la voie des ascètes montagnards, sur les cultes oraculaires, sur l'univers religieux des gens de mer, ainsi que sur les communautés locales. Une série de programmes franco-japonais de recherche pluridisciplinaires donnèrent lieu à plusieurs publications collectives, notamment sur une communauté locale du sud du Japon, Sasaguri, où se pratique la réplication en miniature du célèbre pèlerinage de Shikoku. Parallèlement à ces travaux qui interrogent les pratiques essentiellement contemporaines de la religion au Japon, d'autres chercheurs de l'EFEO s'intéressent aujourd'hui à l'histoire religieuse et culturelle du Japon prémoderne, pendant cet âge d'or culturel et intellectuel qui s'étend de la fin du XVIe siècle au mi-temps du XIXe siècle. Permettez-moi de citer les recherches entreprises au centre de Tokyo de l'EFEO à partir de 2004 sur l'histoire du livre à l'époque d'Edo, et notamment la circulation des manuels de peinture entre la Chine et le Japon au XVIIe siècle, qui ont fait l'objet, entre autres, d'un volume collectif sur la littérature japonaise et ses supports de diffusion, rédigé entièrement en japonais. De son côté, François Lachaud, au cours de ses recherches sur l'antiquarisme, s'est penché sur la figure d'un moine de l'école zen Obaku, en rupture de ban, Baisao, à travers lequel il a exploré la passionnante question de la figure de l'excentrique, le Kijin, au cœur de la vie culturelle de Kyoto au XVIIIe siècle. Un autre aspect des recherches menées à l'EFEO ces dernières années relève des interactions culturelles en Asie orientale, notamment avec les monarchies ibériques. Elles ont donné lieu à 2 volumes collectifs, Empires éloignés, l'Europe et le Japon, XVIe-XIXe siècle, et Empire en marche, rencontre entre la Chine et l'Occident à l'âge moderne, sous la direction de Dejaniro Kuto et de François Lachaud, ouvrage qui explore de manière renouvelée les relations riches et complexes entre l'Occident et l'Asie orientale à partir des premiers échanges du XVIe siècle. Le centre de l'EFEO à Kyoto est installé depuis 2014 dans un nouveau bâtiment qui héberge aussi notre partenaire italien de longue date, l'Italian School of East Asian Studies. Il s'y poursuit actuellement des travaux sur l'histoire du catholicisme et du crypto-christianisme au Japon et son inscription au niveau local grâce à Martin Nogueira Ramos, auteur d'un ouvrage salué l'année dernière par le prix de la Fondation Bernheim délivré par cette académie, La foi des ancêtres, chrétiens cachés et catholiques dans la société villageoise japonaise XVIIe-XIXe siècle. L'intérêt pour le fait religieux, étudié à travers des pratiques cultuelles régionales où des supports figuraient populaires, renouvelle aussi l'approche de la question de la croyance et de ses représentations. Les premiers travaux sur ce sujet à l'EFEO ont porté sur Enku, moine itinérant de la seconde moitié du XVIIe siècle, aux puissantes sculptures primitives, et aussi sur les talismans, ces ofuda, ou d'autres images pieuses, avec 2 expositions en 1994 et 1999, auxquelles collaborèrent des chercheurs de l'EFEO et de l'Institut italien que nous hébergeons aujourd'hui. Plus récemment, des recherches interrogent des pratiques relevant du bouddhisme ésotérique et du taoïsme, comme le culte rendu au Vajra au visage vert, divinité protectrice des maladies, culte qui connut une expansion très importante à l'époque d'Edo, à travers des peintures populaires au pouvoir magique appelées Otsue,
produite près de Kyoto. Ces recherches transversales sur l'imagerie populaire prémoderne furent initiées en 2011 par la publication d'un numéro spécial sur l'imagerie en Asie orientale de la revue Art asiatique, l'un des 5 ou 6 périodiques scientifiques édités par l'EFEO. Cette publication est issue d'un cycle de conférences organisé avec le musée Guimet dans le cadre de ce pôle IENA dont a parlé tout à l'heure M. Verhelen. Elles se sont prolongées grâce à la collaboration avec des musées japonais par l'organisation de 2 expositions très récemment, en 2019, dont l'une s'est tenue à Paris, à la Maison de la Culture du Japon, permettant de faire connaître pour la première fois en France ces images cultuelles, mais aussi morales et satiriques d'un style tout à fait unique. Et je terminerai ma communication en évoquant le remarquable travail éditorial poursuivi au centre de Kyoto depuis 1985 à travers les Cahiers d'Extrême-Asie, revue créée par Anna Seidel et essentiellement dédiée aux questions religieuses, culturelles et historiques en Asie orientale. 29 volumes ont été publiés à ce jour, avec des numéros spéciaux portant entre autres sur Dunhuang, le taoïsme, le Chan, le culte des saints et le culte des sites en Chine, le Tibet, la divination, le chamanisme, le bouddhisme coréen et enfin, pour le Japon, le bouddhisme médiéval, le shinto médiéval, l'ethnologie religieuse et la mythologie, thème du dernier numéro sorti en 2020. La plupart des études sont consacrées aux faits religieux dans toute sa diversité, et non uniquement dans une perspective limitée aux questions doctrinales. Cette revue, qui présente largement les travaux de chercheurs asiatiques, souvent traduits directement du chinois, du coréen ou du japonais, est aujourd'hui l'une des plus reconnues dans son domaine. Les Cahiers d'Extrême-Asie reflètent aussi la dynamique de la recherche menée au centre de l'EFEO de Kyoto sous l'impulsion de son responsable actuel, Martin Ramos. Un cycle de conférences en cours depuis 2018 donnera prochainement naissance à un numéro spécial sur la notion de religion vécue dans le Japon de la fin du Moyen-Âge et de l'époque prémoderne. Son ambition est d'approcher la religion telle qu'elle était pratiquée par les Japonais et non par les autorités religieuses, en introduisant des approches et des sources peu utilisées comme la spatialité, la matérialité, l'iconologie ou la micro-histoire. L'illustration choisie pour ce cycle représente le moine zen Tetsugyu Doki, fondateur de plusieurs monastères de l'école Obaku dans la seconde moitié du XVIIe siècle, qui, selon la légende, aurait conjuré le démon de la rougeole, croisé au cours de ses pérégrinations. Cette image populaire, publiée en 1862 et très largement diffusée par la xylographie, au moment d'une épidémie dévastatrice survenue à Edo et prétendument introduite par un navire étranger au port de Nagasaki, cette image revendique son pouvoir magique d'éloigner cette maladie, souvent fatale à l'époque. En ces temps de pandémie sans fin, souhaitons que cette estampe démonifuge nous soit de bon augure. Ce survol des recherches menées sur le Japon et au Japon sur l'Asie orientale par les FEO depuis 120 ans, dans le domaine des religions et de l'histoire, ne donne qu'une idée très partielle des travaux qui ont été réalisés. Mais il montre qu'il eut un fil rouge, dont le bouddhisme, d'une part, et la culture lettrée, de l'époque d'Edo en particulier, dans sa version savante ou dans sa version populaire et divertissante, constituent les deux pendants. Il faudrait évidemment évoquer bien d'autres sujets, notamment ces dernières années des travaux sur l'histoire et les théories de l'architecture au Japon, qui interrogent elles aussi les dynamiques des transferts culturels entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Quoi qu'il en soit, toutes ces recherches illustrent l'importance de la contribution de l'EFEO depuis le tout début du XXe siècle à la connaissance érudite
et à la compréhension du Japon d'un point de vue comparatiste et critique. Je vous remercie. Merci pour cette communication qui achève le triptyque d'histoire, des aventures et des explorations d'école française d'Extrême-Orient.